venez me rejoindre, Anne-Marie Kermarek. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, en général, je commence toujours en disant chercheur INRIA ou chercheuse INRIA ou directeur ou directrice de recherche. Pour vous, je dois en parler au passé, alors, du fait que vous avez été chercheuse INRIA pendant 20 ans et directrice de recherche, mais aujourd'hui, vous êtes passée à autre chose. Vous dirigez une société qui s'appelle Mediego. C'est 7 personnes, c'est une start-up qui s'est lancée dans le marketing prédictif. Vous allez nous expliquer ce que c'est que le marketing prédictif et votre projet ERC. D'accord, donc merci. Donc moi je m'intéresse au service de personnalisation et puis je vais vous faire le film à l'envers en fait. Je vais commencer par vous raconter plutôt ce qu'on est en train d'essayer de résoudre aujourd'hui pour nos clients avant d'arriver pourquoi on en est arrivé là. Donc en fait le défi aujourd'hui, pas seulement pour le monde du business mais aussi souvent pour tout le monde, c'est d'être capable de trier l'information et d'arriver assez vite à nos fins. Donc on se rend compte typiquement dans tous les acteurs aujourd'hui, par exemple du e-commerce ou les médias en ligne ou ce genre de choses, ils font face au problème suivant, c'est-à-dire qu'on a une concomitance je dirais, 3 caractéristiques. La première chose, c'est qu'on a finalement un volume énorme de contenu, d'articles, d'objets, de choses à vendre, d'articles produits, etc. Par exemple, un média classique aujourd'hui, c'est parfois 600 articles par jour qui sont produits. Et c'est un volume qui continue de croître évidemment. Des clients ou des utilisateurs qui sont très impatients de plus en plus et exigeants. Donc typiquement le degré de patience aujourd'hui d'un utilisateur Netflix c'est 60 secondes. Et encore c'est quelqu'un... Entre quoi et quoi ? Entre le moment où il se décide à regarder un film et le moment où finalement il va avoir une autre crèmerie si on ne lui a pas proposé ce qui l'intéressait. Et encore ça c'est quelqu'un de détendu qui s'apprête à regarder un film. Donc pour la majorité des sites web c'est 3 secondes. Et donc à côté de ça on a au mieux finalement un écran de laptop, au pire l'écran d'un mobile pour essayer finalement de capturer l'attention des clients et des internautes rapidement ou de les fidéliser ou de leur donner ce qui leur convient. Donc ça c'est vraiment un problème auquel on a à faire face. Alors il y a certaines, on en utilise tous, hein, les réseaux sociaux c'est une forme de filtrage avec les dangers aussi qu'on connaît. Alors aujourd'hui, nous, ce qu'on fait dans Mediego, c'est exactement ça. Ce qu'on propose à nos clients, c'est de leur donner des éléments pour comprendre les leurs et en particulier être capable d'anticiper ce qu'ils ont envie de faire. Donc pourquoi c'est pas que des pensées altruistes, c'est pour augmenter leur chiffre d'affaires rapidement. Mais l'idée, c'est de se dire, si j'arrive à fournir très rapidement à mes futurs clients ou à un client que j'ai déjà quelque chose qui va les intéresser, d'anticiper même ou potentiellement de leur faire découvrir des choses qui vont les intéresser, eh bien je vais par là pouvoir personnaliser leur expérience et augmenter mon chiffre d'affaires et finalement le retour sur investissement de toutes les actions marketing que je vais mettre en œuvre. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on exploite pour nos clients un certain nombre de données qui sont les données en particulier online qu'on trouve sur le web, qui sont des données qu'on collecte nous-mêmes. Potentiellement à ça peuvent s'ajouter des données offline et à partir de ça, on fournit d'un certain nombre de services en mode SaaS qui permettent de personnaliser l'expérience. Donc ça se décline en particulier sur la personnalisation de sites web, la personnalisation du contenu des emails qui sont envoyés. Et également d'être capable d'avoir un outil de segmentation prédictive qui permet de détecter les clients qui sont en phase d'achat. Alors, comment on en est, ou comment j'en suis arrivée là plutôt en 2008, j'ai effectivement commencé un projet qui s'appelait Gospel à l'époque, qui a été poursuivi en 2013 par un projet ERC Proof of Concept. Et l'idée à l'époque que j'avais, c'était justement de fournir un web personnalisé quelque part aux utilisateurs. Donc, il faut voir en 2008, un projet écrit en 2007, c'est à une époque où la personnalisation, c'était encore pas hyper en vogue. Donc maintenant, évidemment, ça vous paraît pas surprenant, mais il y avait encore c'était encore pas un sujet aussi brûlant que ce soit dans le monde industriel ou même académique. Et en fait, l'idée que j'avais là, c'était surtout de pallier un petit peu 2 problèmes auxquels on s'apprêtait à faire face, qui était celui du passage à l'échelle, c'est-à-dire un volume croissant d'utilisateurs, un volume croissant de données. Donc comment est-ce qu'il faut faire pour personnaliser? Il faut traiter beaucoup d'informations. Et la deuxième chose, c'était qu'on commençait à entendre parler beaucoup de ces grands monopoles dont la réputation s'est clairement finalement empirée depuis, concernant le respect de la vie privée. Et donc ce que j'ai fait dans le projet ERC Gospel en particulier, c'était d'exploiter le paradigme de communication pair à pair pour régler ces 2 problèmes. Donc le paradigme de communication pair à pair, c'est-à-dire c'est des systèmes entièrement décentralisés dans lesquels il n'y a pas de serveur. Et donc où chaque client est à la fois un client et un serveur, donc de fait ça passe naturellement à l'échelle.
puisque quand on augmente le nombre de clients, on augmente aussi le nombre de serveurs. Évidemment, ça complique singulièrement l'algorithmique. Et la deuxième chose, c'est la vie privée. Alors, effectivement, il n'y a plus de serveur central, finalement, qui a une connaissance globale du système. Mais en revanche, il faut avoir des mécanismes algorithmiques pour justement ne pas fournir trop d'éléments de sa vie privée à d'autres utilisateurs, puisqu'on est dans un système pair à pair. Voilà, donc effectivement, je dirais ce qu'on utilise aujourd'hui dans Mediego, c'est principalement les capacités de passage à l'échelle de ces solutions. Aujourd'hui, on n'essaie pas, puisque finalement, quelqu'un qui peut le plus peut le moins. Si on sait faire du pair à pair et passer à l'échelle, si on est aussi capable parfois de recentraliser certaines choses en gardant la même pensée algorithmique, je dirais. Et le respect de la vie privée, on commence en fait tranquillement à commencer à s'y intéresser aussi dans Mediego. Je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais dépasser. Voilà, merci. Donc vous avez eu 2 ERC, 2 subventions, n'est-ce pas? Il y en a eu une première en 2008 et puis il y a eu une POC en 2013. Oui, alors c'est pas tout à fait un doublé au sens où le RCPOC, c'est vraiment quelque chose qui vient soutenir, c'est beaucoup moins d'argent, et ça vient surtout soutenir un projet potentiel de transfert, donc ce qui a été clairement le cas, ce qui nous a permis quelque part de faire un prototype à la fois en centralisé, je dirais, et un prototype aussi en pair à pair. Bienvenue ce POC. Absolument, absolument, bien sûr. C'était très intéressant. Est-ce que vous saviez que vous aviez une âme de créateur d'entreprise en arrivant à Enria, ou vous l'avez découvert comme ça en chemin? Alors, je ne sais pas si j'ai une âme de créatrice d'entreprise. J'en suis une aujourd'hui, ça c'est sûr. Non, quand je suis arrivée en 2004, en l'occurrence à l'INRIA, non, je n'avais pas du tout en tête de monter une boîte. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie? Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette transformation? Je pense que, disons, on est quand même dans un domaine, et c'est de plus en plus vrai, technologique, où on voit des applications. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, dans notre domaine, le monde industriel aussi va assez vite. Je veux dire, et souvent, il y a un gros décalage sur certains domaines entre ce qui se passe dans les labos et ce qui se passe dans le monde industriel. C'est pas toujours le cas, puis parfois on se dit on a une bonne idée, et je pense en tout cas on a une idée, disons, qui pourrait au-delà de l'impact académique avoir un impact dans le monde économique. Je pense dans la carrière d'un chercheur ça se présente pas 36 fois, donc voilà. Possibilité de franchir le pas. J'ai saisi cette opportunité, je verrais plutôt ça comme ça. Alors finalement là vous avez monté cette start-up. Si vous n'aviez pas eu la première ERC, est-ce que vous imaginez que vous en seriez là où vous en êtes aujourd'hui à avoir sauté ce pas important? Alors ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. À part faire un A/B test, c'est difficile de répondre à cette question. Je ne sais pas ce qu'aurait été ma carrière si j'avais pas eu cette ERC. Là-dessus, je rejoins ce qu'ont déjà dit pas mal de lauréats. C'est le fait, disons, le fait de se poser la question à un moment donné, d'essayer de trouver une vision, d'essayer d'avoir un projet un peu visionnaire, c'est déjà quelque chose en soi qui pour un chercheur, d'abord, on devrait vraiment toujours le faire, mais en plus, à la faveur de la préparation d'un projet ERC, on le fait, on se fait challenger par Jean-Pierre régulièrement, et donc en faisant cet exercice, on se crée déjà finalement un agenda, je dirais, de recherche qui est intéressant. Donc je ne sais pas ce qu'aurait été où je serais aujourd'hui sans cette ERC, mais clairement c'était aussi un exercice dont je crois j'aurais pu bénéficier quand bien même je n'aurais pas eu le financement.